Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Dealer de Wheels. Martin, je suis aujourd'hui avec Déborah qui est présente avec moi. Épisode numéro 3, je fais la rencontre de Déborah. Ce qui est cool pour moi aujourd'hui, c'est que Déborah, il y a encore une heure, je ne la connaissais pas. Donc voilà, donc ça va être super sympa, on va apprendre à se connaître en live sur le podcast, faire connaissance, parler un petit peu d'elle. Premièrement, vous savez maintenant un peu comment ça fonctionne. Et ensuite parler un petit peu de son activité. Je vais pas trop en dire, elle va plutôt se présenter cette fois pour que vous puissiez découvrir quelle est l'activité de Déborah. Donc voilà, donc à toi. Bonjour Déborah. Bonjour Martin. Et je te laisse te présenter. Déborah, 36 ans, motarde. Mon activité depuis maintenant 15 ans, c'est enseignante de la conduite. Plus spécifiquement depuis quelques années la moto. Donc j'ai été à plein d'endroits différents. J'ai travaillé sur Lyon dans plusieurs boîtes. J'ai travaillé à l'étranger, 3 ans dans l'océan Indien, 2 ans dans les Caraïbes. Et puis là, je suis à fond sur une nouvelle boîte où ça se passe plutôt bien et où on crée un vrai lien avec mes élèves, puisque là, c'est les miens, que à moi. Et du coup, c'est top parce qu'on va dans le sens de ce que j'ai envie de faire et de la façon dont j'ai envie de le faire. Ok, super. Donc monitrice, auto-école, moto, encore un peu voiture du coup. Ouais, j'ai pas encore assez d'activité pour être à 100% moto. On est une petite boîte, donc c'est pas un gros groupe comme t'en as certains sur Lyon. Mais on a vocation à être grand et on va l'être. J'en suis persuadée. Ça va nous demander beaucoup d'efforts et d'investissement, mais les élèves sont contents et je continue à les voir, à garder contact avec eux, à rouler avec eux. Week-end dernier, salon de la moto, j'y suis allée 4 jours. J'ai vu mes élèves sur 4 jours et on s'est bien marré. Donc ils m'envoient tous du monde. Donc ça va le faire. Trop bien. Première question, est-ce que tu sais combien il y a de monitrices, femmes, moto sur Lyon? Alors dans la région, en monitrice, j'en connais personnellement 2 et j'en vois 2 autres qui sont sur le même centre d'examen que moi, sachant que le centre d'examen de Saint-Priest englobe une grosse partie de la moto Rhône-Alpes, puisqu'il n'y a pas de centre d'examen moto de partout. Ok, ah ouais, c'est vraiment, c'est-à-dire quand tu dis région Rhône-Alpes, c'est toute la région Rhône-Alpes ou Alors je suis un peu nulle en région, ouais. Je sais pas où elle s'arrête. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Givors, ou des fois on a des auto-écoles de Villefranche. Alors je sais pas si... Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas de la moto à Villefranche. Enfin, il y a des moniteurs, hein, mais je parle de centre d'examen. Okay. Il y a un centre d'examen à Villefranche, je suis sûre qu'ils font pas de moto. Okay. On a aussi des auto-écoles qui viennent de l'Ain. Donc elles ont un centre vers chez elles, mais tu sais, on est à la limite des 3, quoi, 38, 01, 69. Du coup, c'est QFD, je vois vraiment pas mal de monde sur le centre d'examen de Saint-Priest et ouais, en tout et pour tout, on doit être 4, 5 peut-être. Okay. Ouais, il y en a une à Villefranche, une avec moi sur la piste, une à Gerland et 2 à Gerland. 2 à Gerland. Ok. Donc quand même à l'image un peu de souvent le regard qu'on a sur la moto, même si ces dernières années, je trouve qu'il y a un virage énorme qui a été fait au niveau de l'intégration des femmes dans le milieu de la moto. Il y a beaucoup de choses, des vêtements, des rassemblements, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se créent, des organisations, des associations, plein de choses qui sont créées, ce que je trouve très bien. Mais malgré tout, on retrouve quand même une énorme différence sur le... Les vêtements moto, c'est quand même très souvent, heureusement de moins en moins, mais rose et rose. Enfin, t'as vu mon matériel de moto, c'est coloré, mais je suis pas une grande fan de rose. Puis pareil, le monde de la moto, tu sais que ça va être un peu macho, mais en même temps, c'est marrant. Enfin, moi, je l'ai toujours vu, je suis née là-dedans. Mon oncle était motard, enfin, mes oncles le sont encore. Enfin, c'est toujours un petit peu, tu vois, le Joe Bar de l'époque dans ma tête. Il y a de la bienveillance, après il y a des beaufs, mais il y a quand même principalement plus de gens
content de voir des nanas dans ce milieu-là. Ouais, c'est sûr. Donc, Souvent, je trouve que c'est comme pour tout aujourd'hui. On va pointer l'histoire du beauf qui critique la femme sur la moto, alors que derrière, en final, je pense que t'as plein de gens qui sont sont hyper open, hein. Ou qui s'en foutent en fait, Ouais, que ça soit un homme ou une femme. En fait, c'est souvent ça. Moi, mes Ils s'en élèves, foutent. je crois pas que ça leur pose de problème. T'as jamais eu un gars qui te fait une réflexion un Jamais. peu Jamais. macho, Pourtant, on se taquine. Hein. Ouais. On s'en met quand même pas mal. Mais non, j'ai jamais eu de remarques par rapport au fait que je sois une nana. Est-ce que tu as vu quand même, donc du coup ça fait 15 ans tu me disais? Ouais. 15 ans, est-ce qu'en 15 ans quand même t'as vu des évolutions par rapport à ça? Alors dans notre métier, ouais, carrément. Il y a de plus en plus de femmes. Il y a beaucoup plus de nanas, mais dans l'enseignement moto plus particulièrement, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, ce que je vois surtout, c'est que ne serait-ce qu'en quelques années, parce que ça fait pas 15 ans que je fais de la moto, mais 15 ans que je suis dans l'enseignement, il y a de plus en plus de nanas. Là, j'ai fait passer le permis à une nana toute petite, sur une CB500F qui touchait quasiment pas le sol. Et en fait, tout est possible. Il y a clairement pas de limite du moment que tu as la volonté. Et c'est assez marrant de voir plutôt d'autres élèves d'autres auto-écoles avoir un regard, un jugement, ou de faire des blagues un peu limites en disant non mais ça passera jamais. Bah écoute, en l'occurrence, cette nénette, elle a fait un plateau de dingue. Elle a arraché tout le monde et c'est une de mes meilleures élèves. Donc il n'y a pas de limite, et plus il y en a, plus il y en aura, et plus ça va devenir normal et se démocratiser et pas être une stigmatisation d'eux. Parce qu'effectivement, souvent, je suis dans la convention de l'automobile depuis longtemps. Et ouais, c'est très masculin. C'est très, très masculin. Mais tu sens quand même que ça va vers quelque chose de plus inclusif, ouais. Ça bouge. C'est marrant. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est beaucoup plus marrant maintenant qu'avant. Okay. Il y a en plus, j'ai déjà vu moi sur les réseaux alors je sais pas si c'est vraiment des auto-écoles, mais peut-être qu'ils se sont spécialisés, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, pour les permis femmes, entre guillemets, j'ai l'impression, avec peut-être des motos un peu plus basses, je crois. Ouais, des Z400, la petite BM aussi, qui est pas mal. Encadré aussi, du coup, par des filles. J'ai vu ces choses-là, et c'est cool. Moi, je trouve que c'est super bien. Ouais. On en parlait avec mon boss aussi, nous aussi, d'investir dans une petite bécane. Et parce qu'on va changer notre parc, tu sais, on est en leasing, donc on est censé les changer toujours assez régulièrement. Puis elles prennent quand même des sacrées pelles, donc c'est bien quand même d'avoir une moto bien équilibrée. Et effectivement, nous aussi, on envisage de prendre une plus petite bécane pour bloquer la limite psychologique des gens, parce qu'au final, une moto, du moment que ça roule et que t'es dessus et que tu serres tes jambes, ça tient. Ouais. Enfin, y a pas de limite de taille, d'âge, de poids. J'ai des élèves qui ont 16 ans. Ma plus jeune, c'est ma petite sœur, en l'occurrence, à qui j'ai fait passer le permis moto il y a pas très longtemps. Et puis mon élève le plus âgé, on tourne à... Alors j'espère qu'il m'entendra pas et qu'il m'en voudra pas si je me trompe, mais si je me plante pas sur la date de naissance quand je l'ai inscrit, on a plus de 70 ans. Et c'est un monde qui est quand même hyper ouvert. On peut parler de tout, on peut tout faire, on peut être n'importe qui, blanc, black, beurre. Moi, sur ma piste, il y a du gendarme, du militaire, du médecin, du sans-emploi, de l'étudiant, et tout le monde s'entend bien. Enfin, mon but, c'était vraiment de créer une petite équipe où ils se motivent les uns les autres. Je les filme, donc je leur montre leurs vidéos chaque jour. Et donc ils se moquent un peu les uns des autres, mais en même temps ils sont tous passés par là, donc c'est le jeu. Et non, j'aime vraiment bien ce que ça devient. Ce que moi, en tout cas, j'en fais à mon échelle. Ouais, c'est ça. Ta petite communauté. Ouais, c'est ça, ma petite communauté de motards. Si on repart un peu en arrière, du coup, parce qu'on est parti à fond sur les femmes et la moto, forcément, on va dire que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce qui m'intéressait d'aborder avec toi, mais pas que. Déjà, Déborah, qui es-tu? Enfin, surtout, comment la moto est arrivée dans ma vie? Dans ta vie? L'une des plus vieilles photos de moi, je suis sur une... J'ai jamais vu d'ailleurs la marque de la moto. On voit qu'un bébé sur un réservoir, et c'est moi. Okay. C'était la moto de mon oncle. Depuis gosse, j'étais l'enfant chiant, tu sais, l'enfant qu'il faut faire tourner en voiture.
Pour l'endormir? Ouais, Ah oui. ce genre de gosse. Ok. Donc, il y a un espèce de lien avec la route que je serais incapable de t'expliquer et que j'ai toujours eu. Dans ma famille, il y a pas mal de moniteurs auto-école. En l'occurrence, il y en a 3. Il y a ma grand-mère, ma tante et son ex-mari, donc mon tonton, qui sont... ma grand-mère, maintenant, elle est à la retraite. Ma tante aussi. Et je crois que Dom, il continue un peu. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais c'était un... Enfin, je sais pas, tout a été hyper logique, hyper fluide. Ça t'a guidé? Ouais, j'ai vraiment toujours aimé être sur la route. J'ai adoré être en moto. Alors comme tous les gosses, enfin, j'avais un des meilleurs amis de ma mère qui m'emmenait faire des tours. C'était le seul qui m'emmenait faire des wheelies. Parce que du coup, quand je faisais de la moto avec d'autres, c'était plutôt des balades où on a envie de te garder en vie, tu vois. Et lui, il m'emmenait... on faisait des 500, 700 mètres sur la roue arrière et j'avais un sentiment, mais je voulais que ce soit moi qui conduise cette moto. Je me suis toujours dit, il faut que ce soit toi. J'ai fait du cross, j'adorais le cross, j'en ai fait pas mal de temps. J'étais un peu nulle, mais j'adorais ça. Enfin, t'as des gens qui sont extrêmement doués pour quelque chose et qui du coup persistent là-dedans. Je pense pas avoir été quelqu'un d'extrêmement doué du début, mais j'adorais, en tout cas. J'adorais être sur la route, j'adorais être passagère. Puis plus le temps avançait, et en fait, plus je détestais être passagère sur la route. Ça me stressait à fond, en fait. Parce que je me rendais compte de ce qui se passait sur la route quand moi j'ai eu mon permis. Tu maîtrisais pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, il va nous tuer, ce con. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et arrivé le jour où je me suis dit, allez, va passer ton gros cube, ce sera fait. Quel âge? 28. Ah oui, tardivement quand même. Ouais, tardivement. Ouais. Ma famille a une histoire un peu compliquée avec la moto. De fait, c'était pas non plus... Là, on va dire que c'est moi qui ai réintroduit la famille dans la moto. Parce qu'on a perdu des proches et du coup, ça laisse des marques importantes. Et je pense que c'était pas con, tu vois, que j'attende d'être plus âgée. Puisqu'au final, tu m'aurais mis un gros cube à 20 ans. Ouais, je pense que j'aurais pas fait bien mon feu. Est-ce que tu as eu la période de scooter, je sais pas, non. mobilette ou... Non. Pas du mobilette, ouais, j'ai eu Brel. Ouais. Je te dis, j'ai fait du cross, mais scoot, je suis particulièrement pas à l'aise sur un scooter. Mais faute au fait d'avoir fait de la moto plus jeune, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais bien affectionné. Je dis pas que c'est mal. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime. Tu passes ton permis moto à 28 ans. Ouais. Tu es déjà monitrice. Ouais. Ok. Du coup, je le passe avec un collègue. Ok. Gênance extrême, quand je vais sur le centre d'examen, je prie pour qu'aucun inspecteur me reconnaisse. Je voulais même pas enlever mon casque. Et j'ai pris le parcours à l'envers. Et du coup? Heureusement qu'il y avait un deuxième essai. Ouais. Ok, donc gros stress. C'est ça. On est tous égaux, tu sais, quand on arrive sur un examen. Puis, surtout la moto, je pense, parce que ça leur tient vachement à cœur. Moi, je vois les élèves quand ils me disent putain, j'ai plus stressé pour le permis moto que pour le bac, ou pour mon examen de médecine, ou pour... Bah ouais. Tu le passes pour devenir motarde? Et est-ce que déjà à ce moment-là, tu as l'idée de... Ouais. En fait, je le passe pour dans l'idée de devenir monitrice moto. Parce que monitrice de cross, ça n'existe pas. Et vraiment, j'adore apprendre aux gens. Petit aparté, cross, c'est cross sur terrain, cross. Ouais. Ouais, cross. Cross. Ouais. Chut. Ouais, pas cross bitume, pas cross bitume. Heureusement. Ouais. Ok. C'est pas le truc sur lequel j'ai excellé. J'ai adoré. Je suis une bonne conductrice, en fait, finalement, après coup. Mais je suis pas une très bonne meuf au cross. Ok. C'est particulier, en plus, hein. On n'est pas sur les mêmes bases de... On n'est pas sur le même physique, surtout. Oui. J'avais pas les bras. Oui, c'est ça. Tout simplement. Je crois que c'est ce qui m'était à ça. Ouais. Assez vite, j'avais l'impression d'être un veau, en fait. Donc, mais je me suis bien marrée, j'ai adoré. Et... Ça apprend beaucoup de choses. Enfin, ton regard de monitrice, parce que du coup, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus expert que moi. Non. Sur la moto. Je vais essayer de pas dire de bêtises. Mais je sais que sur beaucoup de choses, moi qui en ai fait un petit peu,
ça t'apprend beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi. En termes de réflexes, de position, D'équilibre. Ouais. d'équilibre, de... Surtout sur l'équilibre. Enfin, c'est assez bluffant. D'ailleurs, quand je suis désolée, je ramène toujours tout à mes élèves, mais parce qu'au final, c'est mon quotidien. Quand j'ai des gamins qui font du cross et qui arrivent, c'est assez lunaire quand même quand ils passent le lent. Tu sais, c'est 16 secondes. On est sur des 30, 35 secondes. Enfin, moi, j'hallucine. Il y a des trucs. J'ai le papa d'un élève qui a battu notre record, en l'occurrence, qui est d'1 minute et quelques sur le lent, et qui vient de s'inscrire là. Le papa vient de s'inscrire. Donc, il fait aussi du cross. Bah, en 1 heure, c'est bon, quoi. Ouais, le c'est truc rentré. était plié. Ouais, c'est rentré. Je sais qu'il l'aura, et tu te rends compte que quand ils viennent du cross, ils ont un équilibre vraiment différent. Vraiment, vraiment différent. Donc tu passes le permis moto, t'as quand même cette petite... Ouais. Cette petite lumière qui s'allume dans ta tête en te disant je le rapprocherai de mon métier. Bah, c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai passé. Ouais. Enfin, quand je te dis que j'adore apprendre la route aux autres, c'est un fait. Quand tu parles moi je trouve que mon métier il est top. Tu te rappelles de ton moniteur? Ouais, c'est vrai. Il y a combien de gens qui peuvent dire, bah on se rappelle de ce que j'ai fait. Ouais. Moi, je me Toute rappelle sa pas vie. pour les mêmes raisons que toi, mon Ouais, moniteur. ce que tu me disais. Mais, tu vois, mais malgré tout, je me rappelle quand En même. bien ou en mal, Oui, oui. tu te rappelles de son nom, tu te rappelles de ce que vous faisiez, de qui c'était, de sa tronche, tu le croises dans la rue, tu le vois, tu te rappelleras de lui, et j'ai l'impression de faire un métier utile. Ouais, mais parce que je pense, on va le découvrir, et de ce que j'entends déjà depuis 16 minutes, c'est que si tu fais pas le même métier, enfin, t'as pas le même métier que tout le monde. Enfin, tu as une vision et tu fais ton métier pas de la même façon que tout le monde. Moi, je le vois. Que ce soit mon moniteur d'auto-école voiture, ou que ce soit mon moniteur d'auto-école moto, je ne ferai pas de la mauvaise pub pour une auto-école, et je ne critiquerai pas ce métier, parce que c'est, je pense, un métier extrêmement difficile, mais je n'ai jamais ressenti dans les deux ce que déjà je ressens avec toi. Là, limite, j'ai envie de me dire, j'ai envie de repasser mon permis Viens. moto avec toi. Tu vois, parce que je me dis, mais c'est Viens. voilà. Ça n'a rien à voir avec... donc, je comprends ce que tu dis, mais je pense que tu es à l'origine aussi de cette réussite-là, et de le fait de t'y sentir bien, c'est aussi parce que toi, tu vois les choses différemment. Ça se sent tout de suite. Bah, je kiffe mon métier. Ouais, Alors, je suis ouais, comme tout le ouais. monde, il y a des matins, tu sais, ton réveil il sonne. T'as juste envie de te fusiller, de te dire pourquoi je me lève. Et dès que j'arrive au travail, T'es contente. ouais, mais tous les jours. Des fois, je fais la gueule. Enfin, je suis un être humain normal, tu vois, mais par contre, dès que je fais de la moto, je suis heureuse. Souvenir du permis? Mis à part que t'as pris le lent à l'envers, c'est ça, c'est le lent? Ouais. Le lent à Non, l'envers. le rapide. Le rapide. Le slalom ok. du rapide. Ok. Je sais pas si tu te souviens, celui Ouais, ouais. d'avant, il y avait un peu plus de slalom qu'aujourd'hui. Ouais, Et ouais, à l'envers. ok. Donc tu le refais, deuxième essai. Tout passe nickel. Ouais. Il y avait aussi les fiches. Il y avait aussi les fiches. Ouais. Et là, je rentre dans la salle et je suis tombée sur un inspecteur qui m'avait jamais vue. Ouais. Parce que je revenais de l'étranger. Donc, en fait, ça faisait 5 ans que j'avais pas fait d'examen. Et du coup, les inspecteurs, il y en avait certains qui me connaissaient, mais personne a rien dit. Et puis, la nana qui m'a fait passer le permis, je l'avais jamais vue. Ok. Vraiment. Ah, c'est Nana qui t'a fait passer. Ouais. Ah, trop Ouais, cool. il y a pas mal d'inspectrices, hein. Ok. Enfin, Ah ouais. il y a autant, enfin, peut-être pas autant, mais il y a quand même pas mal d'inspectrices. Il y a quand même pas mal de nanas. Il faut qu'elle soit forcément motarde. Ouais. Pour être inspectrice aussi. Ouais. Ok. Ouais, puisqu'au final, alors c'est hyper scolaire, hein, c'est le jeu, de toute façon, on le sait tous. Maintenant, il y a des petites erreurs de conduite que tu vois, et si t'es motard, tu vas te rendre compte que c'est parce qu'il fait froid. Tu vois, là, l'autre jour, j'ai fait un permis, il faisait -2. Mon élève arrivait... Enfin, en fait, on voyait qu'elle faisait le geste de mettre les clignotants, ça se déclenchait pas. À ce moment-là, l'inspecteur, s'il est pas motard, il va pas se dire que c'est parce qu'elle sent pas le bout de ses doigts. Il va se dire qu'en fait, elle sait pas mettre ses clignotants. Donc en fait, t'es obligé quand même d'avoir un minima de connaissances, et puis très souvent, elles sont tout aussi passionnées que moi. Ouais. Pour t'expliquer, moi, parce que ça me fait repenser à ça, les fiches, j'en avais... Attends, il y en a combien? 14? Non. Je me rappelle même plus, il y en a 12. plus. Maintenant, c'est l'ETM. Ah oui, Maintenant, il y en a tu plus. passes le code moto. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il y en avait Je me rappelle 12 ou 14. Honnêtement, je m'en souviens Je plus. les avais pas toutes apprises.
parce que... T'es tombé sur la bonne? Parce que j'étais un feignant. Non, attends, mieux. Je rentre dans la pièce, le moniteur les avait toutes retournées dans le sens des fiches. Non, dans le sens des fiches. Et je sais pas ce qu'il était en train de faire. Il arrive, il voit que je vais m'asseoir, moi direct, je ziote, et il les retourne comme ça. Donc T'as eu un bol monstrueux. Donc je sais exactement où sont les fiches. Et il y en a une que je connaissais, mais j'aurais pu la faire en chantant. Du coup, je fais, je fais le cinéma, c'est celle-là. Je tombe sur la fiche, du coup, mais ouais, j'en avais appris, je pensais 3/4, je crois. Ah, tu crains. C'est vraiment, je suis un feignant de l'apprentissage, je l'avoue. Et à l'époque, je sais pas, je m'étais dit, c'est le dernier truc que tu fais, tu sais. J'étais focus sur la conduite, je pensais à ma moto que j'allais acheter, je pensais à tous les trucs, et puis à la fin, tu te dis, t'étais avec tes potes, parce que moi, je l'avais passé avec 3 potes, et tu te dis, t'as pris tes fiches? Ah ouais, putain, les fiches, merde. Et ben, pour la mention moto, 21 fiches. Je les connaissais par cœur. J'en connaissais 20. Par cœur, mais par cœur. Il n'y en avait qu'une, que je connaissais pas. T'es tombé là-dessus? Je suis tombée dessus. Quand ils ont retourné la fiche, il y a un moniteur à Lyon qui est un peu emblématique, qui est à la retraite, qui s'appelle Jackie. C'est l'ancien moniteur des Grottos. Okay. Qui vient toujours travailler, donc qui bosse pendant sa retraite pour faire des passerelles moto. Okay. Donc il est passionné, il a vu toutes les évolutions du permis. Et quand j'ai retourné la fiche, il m'a regardé. On se connaissait pas à ce moment-là. Et j'ai éclaté de rire. Et il a éclaté de rire. Il a vu le truc, l'histoire du permis moto. Est-ce que t'es au courant qu'en l'espace de 20 ans, il a changé de catégorie, de nom, de raison, au moins 50 fois? Il fallait que je sorte les dates. C'était foutu. Je suis partie en fou rire, mais en fou rire, un vrai. Mention moto, c'est donc pour devenir monitrice. Ouais. Parce que voilà, je précise pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient ne pas comprendre. La mention moto, c'est pour devenir moniteur moto. Et du coup, on avait pas mal de... Et alors justement, explique-nous comment ça se passe, ça. Alors, comment ça se passait? Ah, oui, comment ça se passait? Ça a changé. Okay. Donc moi, l'intitulé de mon diplôme s'appelle un BP CASAR. Okay. Un brevet d'enseignement professionnel à la conduite et à la sécurité routière. Ok. Un truc comme ça. À peu près. Et en fait, nous, on avait plusieurs mentions. Tu choisissais si tu voulais te performer dans un truc. Donc, comme je t'ai dit, je suis revenue en France dans ce but-là, de passer ma mention moto. Donc, il a fallu que je commence par le permis gros cube. Et du coup, j'ai fait de la moto tous les jours. Tous les jours. Parce que le niveau qu'on attend de nous, qu'on attendait de nous à l'examen, vraiment, c'était un truc de dingue. Bon, niveau sécurité routière, il n'y a plus personne, c'est nul, c'est super dangereux ce qu'on fait. T'as un slalom, ce serait compliqué à t'expliquer, mais en gros, t'as plusieurs possibilités de parcours. Okay. Si je te parle de l'escargot, ça te parle? Ouais, voilà. C'est des trucs qu'on avait, donc t'as du lent et du rapide. Et donc t'avais 3 ou 4 fiches que tu tirais au hasard et tu savais pas sur quoi t'allais tomber. Il y en avait une que personne voulait. Je te le mets dans le mille. Je l'ai eu. Donc l'escargot, c'est un espèce de cercle sur 6 mètres que tu dois faire avec un passager. Donc ça passe. Mais bon, franchement, on avait vraiment bien bossé. J'étais dans un super centre de formation. Et l'autre truc, le slalom, pour te dire, on l'avait nommé l'Orangina. Ok. Tellement, donc c'est sur 100 mètres, c'est sur la piste moto, tellement t'es secoué dans tous les sens. Et la première fois qu'on fait le truc, elle me dit, allez-y. On se lance et on fait notre chrono. Et en fait, t'as 2 secondes de battement. T'as pas le droit d'être en dessous. T'as pas le droit d'être au-dessus. C'était 22 et entre 22 et 24, il me semble, ou entre 20 et 22. Et on y va, tous comme des porcs. Et là, on se rend compte qu'il nous manque 5 secondes. Et là, on se dit, mais on va se tuer. Donc, on en a bouffé, comme quand t'as passé ton plateau moto. Et à un moment, ça rentre. Et du coup, c'est rentré. C'est drôle, en fait, il y a une similitude à l'examen pour être moniteur et le permis. Aujourd'hui, ça n'existe plus. J'ai fait partie de la dernière session de mention moto. Maintenant, un moniteur qui veut faire ça, qui a le même diplôme que moi, il doit passer une VAE pour être titre pro. Enfin, c'est de l'administratif, ça change pas
le principe de notre métier, si ce n'est qu'ils ont une partie un peu plus développée dès le départ pour faire des interventions en entreprise, alors que nous, on s'est formé sur le terrain. On n'avait pas été formé à ça. Attends, intervention en entreprise? Ouais. Par exemple, si tu veux... qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ? Si tu vas travailler sur un truc spécifique à l'éco-conduite, il y a une boîte qui va te faire venir dans ses locaux pour que tu fasses une formation à l'éco-conduite à ses salariés. Et du coup, les entreprises contactent une auto-école qui envoie un... C'est ça. Ah bah tu vois, je savais même pas. Bah ça a toujours existé, mais c'est vrai que nous, on était un peu lâchés en roue libre. Et puis, quand l'occasion se posait, tu fonçais, parce que c'était un truc en plus... une corde en plus à ton arc, donc c'était cool, puis ça diversifie tes activités. Mais eux, du coup, les nouveaux, ils sont formés là-dessus dès le début, quand ils sont à l'école. Par contre, il n'y a plus de maniabilité moto. Maniabilité moto, Ouais, c'est que de la théorie maintenant. Donc si ils conduisent... Il faudrait que je vois comment ça se passe, parce que du coup, je sais juste en théorie comment ça fonctionne, mais je sais qu'il n'y a plus les exercices que nous, on avait. C'est marrant parce que la moto, c'est de la pratique. C'est ça. Après, il y a aussi la façon dont t'enseignes, parce qu'il y a toujours cet exercice-là où t'as un élève, et où tu fais un cours, et t'as un inspecteur et un moniteur moto qui t'observent et qui te notent. Comment t'as déterminé ton objectif, comment t'en es arrivé à « il faut que je lui fasse bosser ça ». Comment tu l'as quantifié, est-ce que t'as fixé un objectif réalisable pour la fin de la leçon. Donc ça existe toujours, je sais, mais il n'y a plus d'épreuves de mania, il me semble. Enfin, c'est pas il me semble, je suis sûre. C'est marrant, c'est bien ça, ce côté un peu théorique, parce que... Enfin, théorique de détection de choses à traiter pendant le cours, enfin de ce que tu vas travailler, de comment quel process tu vas mettre en place pour que ça soit réalisé, pour qu'ils comprennent. Si tu l'expliques bien, j'imagine que c'est un peu tout un processus, voilà, avec un déroulé. Ouais, un déroulé. Voilà. C'est très bien. Je savais pas que ça existait parce que moi, dans mes expériences, j'en reviens toujours à moi et mes expériences d'auto-école, j'aurais pas dit qu'il y avait ça. Enfin, je sais pas s'il est allé à ce cours-là, mon moniteur. Mais ok, super. Et du coup, tu as ton examen? J'ai mon examen et je cherche du boulot. Et tu cherches du boulot. Petit flashback, tu nous as glissé un moment, je rentre de l'étranger pour passer ma mention moto. Donc, tu as ton diplôme auto-école voiture en France. Ouais. Tu le passes en France. Tu te rappelles à peu près à quel âge? 2008. Tu as travaillé avant dans autre chose ou c'était ton premier travail? En fait, j'ai eu coupé parce que l'auto-école, c'est cool, mais l'auto-école, ça paye pas des masses. Alors, j'ai une petite aparté aussi à demander. À une période, je me rappelle avoir lu que ça faisait des permis, ça faisait partie des métiers où il y avait le plus de suicides. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, ça m'étonne pas. Non, ça te parle pas? Alors, personnellement, j'en connais pas un, mais il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a quelqu'un de la région qui s'est suicidé. Et c'est, je crois, la seule histoire qui est arrivée à mes oreilles. Ça peut être dur comme métier. Alors attention, je mets cette information entre guillemets extrême, puisque je suis presque sûr, mais je me rappelle pas dans quel contexte. Tu sais, c'est toujours pareil. La source. Est-ce qu'il parlait d'une région en particulier qui était très touchée, qui avait eu des soucis ou quoi que ce soit. Voilà. Je parle pas au niveau français, je n'ai aucune source pour appuyer ce que je dis, mais je me rappelle avoir lu ça après, dans quel contexte. C'est un métier difficile quand même. Ouais, ça peut l'être. Honnêtement, ça peut l'être. C'est fatigant. Moi, c'est les autres usagers. Enfin, vraiment, faut jamais que je m'achète une batte de baseball. Jamais. Tu verrais les trucs qu'on nous dit. Moi, on a essayé de shooter des motards à moi. On est venu insulter des élèves à moi dans la voiture parce qu'ils mettaient trop de temps à faire des créneaux. On a craché sur mon pare-brise en me menaçant de mort parce que mon élève respectait la limitation à 30 km/h. Donc, si t'as pas un peu de recul et... Moi, je gueule, en fait. J'hurle quand ça m'énerve. Pas sur mon élève. On sent que t'es... Je jure. Par contre, je sortirai pas de la voiture. Ou je descendrai pas de la moto, tu vois. Je me casserai plus vite. Mais les gens sont hyper agressifs, en fait. Alors souvent, moi, ce que je dis aux gens, tu vois, quand ils gueulent sur mes élèves ou sur moi,
Je suis pas ta secrétaire, en fait. Je suis pas responsable du fait que t'es en retard, hein. T'as qu'à partir plus tôt de chez toi. Moi, j'arrive en retard au boulot, c'est le jeu. Des fois, ça m'arrive. Soit parce qu'il y avait un peu de bouchon, machin. Bah, c'est pas grave. Je décale ma journée de 10 minutes. Tous mes élèves finissent un peu plus tard. Et c'est pas grave. Enfin, y a pas mort d'homme parce que t'as perdu 3 minutes sur la route. Bon, ça, c'est, je pense on l'a tous. Je me rappelle d'un sketch d'un humoriste qui était, alors je pourrais pas redonner son nom, mais qui était excellent et qui justement montrait cette transformation quand on était en voiture et qu'on tombait dans les bouchons et qu'on était en retard avec des fois des personnes hyper calmes, hyper gentilles dans la vie de tous les jours et qui pouvaient Les se gens sont transformer différents. en super saiyan. Mais tu sais qu'il y a eu Dans des un- vraies études là-dessus. Pour de vrai. Enfin, les gens se galvanisent de conneries. C'est lunaire, des fois. Donc, On a tous eu, je pense, à un moment ce truc de s'énerver pour un truc ou alors de rentrer dans, de faire de bouger pour pas laisser passer au plus, puis à un moment tu réfléchis puis tu te dis mais pourquoi je fais ça? c'est ça. Enfin, moi ça m'arrive en tous les cas, moi j'ai déjà vécu ça. Ben, alors, même moi, à mon petit niveau, des fois, je suis saoulée, j'ai envie de rentrer chez moi et j'y vais, quoi. Par contre, tu vois, c'est même quand je fais de l'interfile, je dis merci à ceux qui me laissent passer, j'attends derrière ceux qui m'ont pas vu. Les seuls que j'engueule, c'est ceux qui me regardent et qui essayent de me shooter. Ou qui sont sur leur portable. Tu fais de la moto comme moi, tu les vois en FaceTime. Dans le rétro. Dans le rétro. Qui fait ça? C'est qui est avec une vision, enfin une visio. Ouais, je pense que c'est un lieu d'incivilité en fait la route, vraiment. Tu vois, et que les gens deviennent je sais pas, aigris. Il y a vraiment beaucoup d'incivilité. Donc c'est vrai que nous on y est exposé sur nos trajets. Toi c'est ton lieu de travail. Toutes les journées. Donc C'est vraiment la seule partie que j'aimerais changer. Il y a des endroits où je vais pas en moto parce que j'ai peur pour mes élèves. En voiture, quand t'es avec eux, tu sais que tu peux agir. T'as les pédales. En moto, au même titre que quand ils font une connerie, des fois tu dis ah putain, faut que ça passe. Si tu lui hurles dessus dans la radio, ça va pas servir à grand chose. Et de toute façon, c'est fait. Tu vois qu'il va la griller la prio. Tu vois qu'il va griller le feu. Tu vois que il arrive trop vite sur son virage. Tu constates et tu dis rien parce que sinon c'est fini. Et enfin ouais, moi c'est plus le comportement des gens qui m'énerve. Parce qu'à la limite, un élève, il est là pour se rater. Sinon, il payerait pas sa leçon 50, 60, 80 balles. Enfin, je connais pas le prix de toutes les auto-écoles, mais enfin 80 balles, ça me paraît être un peu cher quand même. Enfin, s'ils sont là, c'est qu'ils apprennent. T'as personne qui est assez con pour payer une formation 1000 euros ou 700 balles pour un permis moto, s'il sait déjà faire. Donc c'est pas pour rien qu'on leur met des foutus gilets fluo jaunes, c'est pour les identifier sur la route. Et puis après, il y a des trucs marrants. T'as déjà vu un jeune motard essayer de dire bonjour à un autre motard? moi, je me rappelle toujours croiser les auto-écoles et leur dire bonjour et souvent ils répondent pas bonjour, parce mais que en fait ils disent bonjour mais super longtemps après. ah ouais. Mais vraiment, hein, parce que moi du coup je les vois. Ouais. Et c'est super marrant à voir. Ils ont peur de lâcher les commandes. Complètement. Voilà. Ouais. Complètement. Mais c'est normal. Donc, ouais, la seule partie de notre métier qui vraiment, je pense, peut pousser des gens à bout et nous a tous rendus au moins une fois extrêmement agressifs. C'est des tierces. C'est ça. Ouais, clairement, c'est ça. Au moins une fois, vraiment, chaque moniteur que je connais, au moins une fois, on a tous pété en plomb. Ou vraiment, t'es borderline plus. Ouais, je comprends. Puis en plus, quand tu reçois beaucoup d'agressivité, c'est pas toujours évident. On est dans un monde très moralisateur. C'est très facile de dire après coup, il fallait pas faire comme ça, Déborah. Il fallait garder ton calme et leur parler poliment. Après, quand t'es sur le moment, je sais, et moi je prends conscience que ça doit pas être évident. Ah, des fois, c'est fou. Petit aparté fini. On était à du coup, donc tu as ton diplôme. T'es bon pour garder le fil, hein, parce que moi je l'ai de monitrice auto. Ouais. Que tu passes 2008. Du coup, on était sur. Est-ce que tu avais fait d'autres choses avant, d'autres Alors en fait, j'ai bossé dans le commerce. Plus jeune, j'ai fait des ménages. Enfin, tu sais, les jobs que tout le monde fait. Je me suis lancée dans une licence. Je me suis rendu compte que non, c'était pas pour moi. Et je me souviens, ma grand-mère, moi, on m'a toujours dit, tu peux vendre,
des chaussettes à quelqu'un qui vit en tongs, t'es capable de tout vendre. Je pense que c'est vrai. Oui, je pense que c'est vrai aussi. Mais c'est pas ce que j'aime le plus. Donc j'ai vendu. J'ai eu plein de métiers dans la vente. J'ai bossé dans l'immobilier. Je bosse encore parfois dans l'immobilier, mais que en bouche à oreille maintenant. Agent IMO Ouais. Parce que c'est un autre truc que j'aime bien. T'accompagnes les gens dans un projet de vie. Alors après, je suis un agent IMO un peu décalé, dans le sens où je vendrais pas un truc que je serais pas capable moi-même d'acheter. Enfin, c'est vraiment de manière générale, j'aurais jamais pu vendre un truc que j'aime pas, quoi que ce soit. Enfin, donc j'ai fait de la vente, j'ai bossé dans des bars, enfin tu sais tous les jobs que t'as pu envisager de faire quand t'étais gosse, le temps de. Et un jour, ma grand-mère m'a dit, tu devrais passer ton diplôme de monitrice, parce qu'il faut que tu saches que c'est l'un des métiers les plus en tension. Donc si quelqu'un cherche un boulot passionnant, mais il faut être passionné ou trouver une vocation, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Et elle m'a dit, il y aura toujours du travail. Elle avait raison. Et assez vite, donc j'ai bossé pour une auto-école à La Part-Dieu, on est devenus potes. Et un jour, j'ai vu une annonce sur Internet. Là, il y avait 600 balles de plus net sur le salaire pour le même métier. Je postule, le mec m'appelle. Donc il s'appelait JF ou JP, je me rappelle même plus. Je suis pas restée longtemps dans cette auto-école. Le mec m'appelle et il me fait un entretien téléphonique, un entretien d'embauche téléphonique. Et il me dit, vous pouvez être là quand? Je dis, si je pose ma démission demain, dans un mois. Il me dit, je vous héberge et tout. Je dis, non, mais ça va, j'ai un appart. Il me dit, mais où? Je dis, à Tassin. Il me dit, mais là, vous appelez à Mayotte. Je lui dis, mais c'est où? Je savais pas où je postulais, en fait. D'accord. Donc, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Mayotte. Tu avais pas bien lu l'annonce. Si, c'était écrit Mayotte, mais dans ma tête, Mayotte, c'était là. Après Dessines. Ouais. C'était à côté. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. Okay. Mon premier vol, ça a été 11 heures de vol. Avec 40 kilos de bagages, je suis arrivée sur le tarmac en jean, en pull, parce que je suis partie au mois de février. Je suis arrivée, il faisait 41 degrés, taux d'humidité 100%. J'ai cru que je mourrais sur place. Et c'était une super expérience. Enfin, vraiment, ça a été fou. Et du coup, quand il te dit ça, je pleure. Tu cherches déjà, j'imagine, où est Mayotte? Alors, je lui demande. Du coup, il rit. Et il me dit, tu vois l'Australie, tu vois l'Afrique, c'est entre les deux. Là, je réalise. Et je dis rien à personne. Je vais me coucher. Lui, il me dit, on en reparle demain. Donc, je fais ma vie. Et le lendemain matin, j'arrive au boulot et j'en parle avec Messaoud, mon patron de l'époque. Et je lui raconte. Il me dit, mais écoute, moi, à 25 ans, j'ai fait le tour du monde avec le Club Med. Barre-toi. Je te garde ton poste. Si tu reviens avant 6 mois, je te re-embauche. Je te réembauche. Un peu plus français, je crois. Je te réembauche, mais vas-y. Enfin, casse-toi, quoi. Et de là-dessus, j'appelle ma mère et je me mets à chialer au téléphone. Puis, tu sais, je lui raconte. Et elle me dit, mais, c'est mon rêve. Et c'est pour ça que je t'ai appelée Déborah. Petit aparté. Je m'appelle Déborah à cause du film Il était une fois en Amérique, que je n'ai jamais vu. Mais je connais l'histoire. Okay. C'est une ballerine qui part vivre son rêve aux États-Unis. Et en fait, ma mère m'a appelée comme ça à cause de ce film. Incroyable. Quelqu'un qui réalise ses rêves et qui vit de sa passion. Et du coup, j'ai pris l'avion un mois après. Je suis arrivée dans un endroit où je connaissais personne. C'est la France. Il y a pas mal d'expats. Après, moi, j'habitais plutôt côté mahorais que dans le quartier qui s'appelle, en l'occurrence à l'époque, Mzunguland, parce que les blancs là-bas, c'est des Mzungu. Et moi, j'étais une Bweni, parce que j'étais une femme, et prof de voiture, ça s'appelle Ufundi Agari. J'étais le maître de la voiture. C'est classe. Très classe. Et là, j'ai appris la reconnaissance que j'avais jamais vécu en France. Des élèves qui te remercient, mais qui ont des petits moyens ou pas. Moi, j'en avais une, son mari était pêcheur, elle a eu le permis, parce qu'à la base, alors je sais pas si c'est encore le cas, c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, presque 15. Putain, ça fait mal. Elle avait des petits moyens, elle m'a ramené une glacière de poissons.
C'est fin. Non, mais ça, c'est faut aller dans les îles pour Tu vivre vois, ça. truc lunaire. Ouais. Parce que t'as jamais vu ça. Toute la famille de certains, des fois, qui venaient me remercier. Ouais, merci, il a son permis, il va aller en métropole pour ses études, machin. Super pratique. Enfin, c'est différent. Non, mais c'est sûr. Tes élèves, ils te disent merci à la fin. Même de si la c'est la leçon. France, C'est différent. c'est les infrastructures et c'est enfin, certaines, enfin, il y a une empreinte européenne, il y a une empreinte, mais juste sur, enfin, pas sur la mentalité, pas sur le mode de fonctionnement, pas sur la vie. Dans Ah ouais, les puis îles, c'est clairement des paysans. Enfin, il y a des choses. Moi, ça m'a changé. Ça m'a. Tu sais, quand on dit les voyages forment la jeunesse, allez à Mayotte, les gars. S'il y a bien un endroit où on apprend à être humble et ce qu'est le danger, ce qu'est la sécurité, ce qu'est la passion. Enfin, tes amis, ça devient ta famille quand t'es tout seul. Je sais pas comment ça se passe pour ceux qui partent à plusieurs, mais moi, c'était ma famille, mes amis. Et il y en a certains que je vois encore, avec qui j'ai encore contact, que j'aime toujours autant et que je considère comme des membres de ma famille. Tu restes combien de temps là-bas? Alors, j'y vais en 2 parties. Je reviens en France à une période pour des raisons familiales. En tout, j'y vais de janvier-février 2011 à les vacances de Pâques 2013. Okay. Je reviens 15 jours en France et je fais l'année 2013 et l'année 2014 à Saint-Martin aux Caraïbes. Okay. Et là, donc, et là, comment? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le retour en France, je suis rentrée trop tôt. On se dit pas bonjour ici. Tu vois, des trucs tout cons, mais j'avais pris l'habitude de parler avec tout le monde. J'ai toujours été quelqu'un qui aime les autres. Et dans les îles, en fait, ça marche vraiment bien. Tout le monde te dit bonjour, tu rentres dans une boulangerie, ça va, tu vas bien, t'as passé une bonne journée. Enfin, tu connais pas les gens, mais finalement, tu les as tous déjà vus au moins une fois. Et je suis rentrée en France, donc à Lyon, et grosse désillusion. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je voulais plus être là, en fait. Je me sentais pas à ma place, j'étais très 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 malheureuse. Et du coup, pareil, je suis allée sur ce fameux site où j'avais trouvé cette première offre. Et cette fois, c'était Délibéré. Et là, du coup, Tu savais que c'était plus loin que Tassin. C'est ça. Et du coup, je me retrouve à partir à Saint-Martin, aux Caraïbes. Et pareil, j'atterris, je connais personne, Mais là, t'es un peu plus Ben, prête, on va dire. Tu l'as déjà vécu une fois. J'imagine que tu le vis pas de façon aussi dépaysante que quand t'as posé. c'était moins brutal comme changement parce qu'au final, les Caraïbes, c'est quand même plus la métropole. Mayotte, on voit pas d'enfants abandonnés, nous, ici. Ça existe pas. Ouais. Là-bas, il y en a. On en voit un petit peu. Mais ils ont des parents ou alors ils sont placés. Enfin, il y a quand même des structures. Je me souviens d'une des premières fois à Mayotte où il y avait un petit groupe de jeunes qui avaient pris l'habitude de venir me voir parce qu'ils savaient où je mangeais à midi. Des fois, je leur prenais des pains bouchons, des conneries. Et en fait, le week-end, ils venaient en bas de chez moi. Je leur filais des thunes et il avait ma caisse. Tu sais, c'était un win-win, quoi. Bon, ça me coûtait un peu plus cher qu'à la bâche de voiture, mais c'était fun. Puis je faisais des marmites de riz, des trucs. J'ai jamais été une très très bonne cuisinière. Donc, tu vois, mon alimentation de base, c'est des pâtes et du riz. Du coup, je partageais ce que je cuisinais. Ouais. Alors que Saint-Martin, c'est quand même vachement plus la métropole. Tout le monde est scolarisé. T'as des craqués à Saint-Martin. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Des craqués. Non. Ben, c'est les gens qui prennent du crack. Ok. Et qui marchent plus dans l'axe. D'accord. Alors c'est terrible, hein, j'en souris, mais c'est une horrible drogue. C'est le seul truc qui m'a vraiment choqué et les armes à feu. Pauvreté, le crack. Pauvreté, ouais. Après, moi, j'avais rencontré une nana qui, à la base, était photographe. Elle est arrivée là-bas. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais que t'avais un pote tu me parlais d'une jambe en moins. Et là, en l'occurrence, cette nana avait une jambe en moins à cause de moult histoires. Elle est arrivée là-bas. Et Saint-Martin, c'est la fête, c'est top. Et du coup, cocaïne, héroïne, crack. Et elle est jamais partie de là-bas. C'était il y a 15 ou 20 ans. J'avais parlé avec elle une fois sur le parking parce que je sais même plus pourquoi. Enfin, parce que je parlais avec tout le monde. Elle m'a raconté son histoire et j'avais trouvé ça un peu fou. Tu vois,
d'avoir foutu sa vie en l'air, alors que t'es dans un coin paradisiaque, la mer est bleue, le sable est blanc, les gens sont beaux, sur le papier, il y a tout pour réussir. Et du coup, c'est vraiment, vraiment différent. Tu te rends compte qu'il y a vraiment un océan qui sépare les deux, pour le coup. Façon de parler, oui, mais pas que. C'est vraiment différent. Donc, c'est pour ça que je reviens là-dessus, à nouveau des paysans. Ok. Il a fallu se réhabituer à cette différence qui n'en est plus vraiment une. Mais 80 nationalités qui cohabitent. Enfin, c'est vraiment un autre délire, quoi. C'est atypique. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Puis l'île, moitié-moitié. Moitié-moitié. Moitié française, moitié néerlandaise. Ok. Moitié dollar, moitié euro. Ok. Moitié français, moitié anglais. Enfin, c'est drôle. Tu changes de pays sur 22 km², je crois. Je sais plus combien ça fait, mais c'est un village, quoi, le truc. Tu bosses là-bas en tant que monitrice auto-école moto. Voiture. Voiture, pardon. Toujours. Ouais. Ok. Le boulot là-bas, ça... Ben, une route, beaucoup de boîtes auto. Et dans les deux cas, tu vois, le même constat, c'est à chaque fois qu'il y en avait un qui avait le permis, je disais, quand t'arrives en métropole, va prendre 2-3 heures dans une école pour voir le périph', la rocade, ces trucs-là, quoi. Parce qu'il n'y a pas. Si je te dis pas de conneries, à Saint-Martin, il y avait un feu ou deux. Enfin, tu sais, c'est des choses au final, en même temps, ça correspond à l'environnement. C'est logique. Oui. Mais tu te dis que c'est le même permis. S'ils restent là-bas, ça va, mais s'ils reviennent en métropole... ça va être des paysans. Ça va être compliqué. La première entrée sur le périph', elle va être compliquée. Mais il y aura des hurlements dans la voiture. Ouais. Combien de temps à Saint-Martin ? 1 an et... pas loin de 2 ans, en fait. 1 an et 9 mois, un truc comme ça. 1 an et 9 mois. Et un retour un peu... Qu'est-ce qui te fait rentrer ? Je faisais du rugby là-bas, à 7. J'étais très proche de mon équipe. Et puis, il y a eu des trucs du quotidien, quoi, des histoires à la con. Et puis, à un moment, je me sentais plus à ma place. J'étais en gérance salariale, j'étais censée reprendre la boîte. Je découvre que mon véhicule, il a plus de 7 ans, alors que t'as pas le droit en auto-école. Et puis je me rends compte qu'en fait, je me suis mis dans un guêpier pas possible et je me dis, allez, il faut que je rentre en métropole. Stop. Gérance, ça veut dire que t'allais prendre... tu t'étais censé prendre les rênes de l'auto-école. Ouais. Okay. Ouais. Il y avait 2 bureaux, moi j'en gérais un, elle gérait l'autre, puis elle avait prévu de partir en retraite plus tard. À ce moment-là, tu te vois, patronne ? Ouais. Et là-bas Ouais, je me disais pourquoi pas. Et puis, plutôt déçue de pas mal de gens qui étaient autour de moi. T'as quel âge là, à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 28, 29. Ok. Un truc comme ça. 28, 29. Parce que j'avais 30 ans quand j'étais en métropole. Ok. 28, ouais, donc ça fait quand même... t'as quand même une certaine expérience maintenant en tant que moniteur, donc ouais. Puis il y a des trucs sur lesquels j'étais pas d'accord et c'est pour ça que là je te dis, je suis contente parce que je suis la salariée de quelqu'un. Maintenant, je suis hyper libre de mes mouvements, de ma façon de fonctionner et de la façon dont j'ai envie de vivre les choses parce que du coup c'est mon métier, c'est là où je passe le plus de temps dans mes journées. On sent que t'as une passion, ça c'est sûr, ton métier, mais un gros univers autour de ce que tu veux donner, créer, transmettre. Et ça t'a jamais dirigé vers l'envie d'avoir ta propre structure ? Je connais les tenants et les aboutissants. Comme je te dis, j'ai fait, parce que Mayotte aussi, j'avais fait de la gérance. C'est pas rentable une auto-école. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. C'est rentable quand t'as beaucoup de moniteurs qui travaillent. Je pense que l'article que j'avais lu, je ne veux pas non plus reparler de ce sujet-là pendant tout le podcast, mais je pense me souvenir que c'était vraiment les gérants. Ça par contre, ça m'étonne pas. Que ça touchait. Ouais, il y a beaucoup de dépression par contre. Pas des moniteurs forcément salariés, je pense. Je fais une petite précision parce que j'y pense maintenant. Non, t'as une meilleure sécurité quand t'es salarié, malheureusement dans notre branche. Qu'est-ce qui fait que c'est pas rentable une auto-école, tu sais ? On est le seul organisme national d'éducation reconnu, à savoir d'éducation routière, par le ministère. Ouais.
la DSR, la délégation de la sécurité routière, on est le seul organisme à 20% de TVA. Donc à chaque fois que tu vois des appels de « ouais, le permis c'est trop cher », les autres ils sont soit exonérés, soit à 5%. Déjà, retirez-nous les 20%, ce sera moins cher pour le client. Nous, ça ira. Moi, en toute transparence, j'ai aucun problème avec mon salaire, mes élèves le connaissent. Moi, je suis à 15 € brut de l'heure. Ok. 15 € brut, tu sais que chargé, ça va représenter un peu plus de 30 balles pour mon patron. Là-dessus, tu vas louer une bagnole. En l'occurrence, dans mon cas, une bagnole, 4 motos, 4 500, 225 et un gros cube avec lequel je suis venu. Du coup, c'est ma moto de fonction. T'as des avantages quand t'es moniteur. Donc, au final, la rentabilité, vraiment, avant qu'elle soit présente, quand tu fais ton ratio, moi, quand j'étais en gérance, j'avais fait un tableau. Il y avait le prix de l'heure, puis il y avait tout ce que ça me coûtait. Et à côté de chez moi, il y avait un mec qui vendait du poulet. Le bénéfice net était moins cher qu'un de ses sandwichs au poulet. Donc, quand les gens me disaient l'auto-école c'est cher, ouais, lis ça. Ça, peut-être, parce que ma grand-mère, avant, me parlait effectivement d'un milieu où ça allait. Ça, a priori, c'était plus rentable qu'une boulangerie, une auto-école. Donc, ouais, ça a existé. Ça fonctionne, donc c'est quand même une opération qui fonctionne, sinon ça marcherait pas. J'avais lu il y a quelques années, parce que j'avais commencé du moins, à développer un outil web que j'ai complètement abandonné. Le marché de l'auto-école représentait à l'époque 1,6 milliard d'euros chaque année. C'était plus important à cette époque-là que le milieu de l'immobilier. Donc tu m'étonnes qu'1,6 milliard d'euros sur 20%, t'as pas envie de les lâcher. On a plein de taxes, le carburant, quand il augmente, pour nous, il augmente. On n'a pas d'avantage à proprement parler. Alors après, ouais, quand t'es patron, tu récupères ta TVA sur certains trucs, mais si c'est pour aller 10 fois au restaurant dans l'année et le reste du temps, payer, j'ai vu trop de patrons au bout, en fait. Vraiment au bout. Pour avoir envie d'être dans cet état-là. Et j'ai pas envie de me mettre à détester mon boulot. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, à un moment, sont coincés. Parce que t'as des salariés que tu vas affectionner ou des élèves avec qui tu vas... Enfin voilà, t'as créé quelque chose. T'as monté une boîte, mais tu suffoques. Non, c'est bien, c'est intéressant, c'est une belle preuve de maturité de mon regard. Moi, je suis ultra passionné de l'entrepreneuriat. Vraiment, le podcast aujourd'hui, 60% même 70% des podcasts que j'écoute aujourd'hui, petite dédicace à Génération Do It Yourself, que j'écoute sont sur l'entrepreneuriat, et c'est bien parce que je pense que t'as beaucoup de gens qui s'enferment dans des idées et qui perdent la passion de par les soucis de gérance de ce que tu racontes. Et c'est vrai que je pense que l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi pour tout le monde. Ça veut dire que aujourd'hui, tu peux être très heureux et épanoui en étant salarié selon évidemment ce qu'on te propose de faire et ce que tu peux faire et ce que tu sais faire. Mais non, c'est bien, c'est une belle preuve de maturité. C'est bien. Bravo. Bravo. Non, mais c'est vrai que c'est pas d'avoir, c'est clair, ce recul, c'est pas tout le monde ne l'a pas, donc c'est bien de l'avoir. De l'avoir senti, de l'avoir vécu de par tes expériences et aujourd'hui d'être bien dans ce que tu fais. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, tu vois, sur le sujet. Non, mais ça, je suis d'accord. d'accord. J'en sais rien, mais oui. à date, moi je suis bien comme je suis. J'ai pas forcément besoin de cette reconnaissance. Ma reconnaissance, c'est mes élèves qui me la donnent. C'est moi leur prof. Je suis la chef. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais de toute façon, il y a de par toutes les expériences, enfin tout ce que j'ai pu faire dans ma vie en tous les cas, j'ai rien d'extraordinaire, hein, mais en tous les cas, voilà, les choix que j'ai faits, à un moment j'ai comme tu le sais, j'ai eu une salle de sport et c'est le lien qu'on a et qui a fait qu'on s'est rencontrés, puisque c'est un ancien adhérent à moi, élève de toi, qui nous a mis en relation. Donc un grand merci à Amal. Coucou Amal. Qu'il faut remercier pour ce podcast aujourd'hui, car c'est grâce à lui. Tout ça pour dire que c'est et je pense que c'est même sûrement encore plus important que tu ne crois, ce que tu donnes aux gens. Comment ça? Le jour où ma salle a fermé et que j'ai annoncé aux gens, j'ai eu le retour de tout ce que je changeais au quotidien et tout ce que j'avais pu apporter à plus ou moins
valeurs et quantités différentes, parce que tu as des gens très investis, d'autres un peu moins et tout. La communauté que tu as créée, elle est identique à celle que j'avais, et comme tu l'entretiens, pour moi, c'est un peu la même chose. Et le jour où ça s'est arrêté, les témoignages que j'ai eus, et ben, c'était incroyable. C'est ce qui m'a, c'est à double facette. C'est ce qui, des fois, me manque, mais je me dis que moi, j'ai passé 5 ans de ma vie à aider des gens. Ouais, t'as fait quelque chose d'utile. J'ai fait quelque chose du style. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Si... Et c'est là où je te dis il a fallu que ça s'arrête pour qu'on vienne vraiment me témoigner la quantité et vraiment les ressentis des gens, ce qui est normal. Avant, tout le monde ne va pas passer son temps à venir me lécher les bottes. Bah, moi, ça va, ils ont compris que j'aimais bien. Mais, du coup, régulièrement, j'ai le droit. C'est plutôt cool. Non, mais tout ça pour dire que je comprends le ressenti que tu as quand tu dis, c'est pas paraître tout bête de dire, ah bah oui, mais moi, mes élèves me suffisent à... mes élèves, que ça suffit. Ouais, ça me suffit. Ça te suffit à récolter de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, enfin plein de sentiments qui sont agréables. Ils sautent dans les bras quand on est sur le plateau, tu sais, on a les résultats en live. Ils sautent dessus. Quand on fait la circulation, c'est toujours en décalé maintenant. Bah, après, moi, j'ai mon avis. La plupart du temps, je sais quand même. C'est pas l'inspecteur qui me dit, hein, je me doute. C'est quand même un peu mon boulot. Donc je sais si c'est bon. Quelques années que tu fais ça en plus. Et du coup, je les fais un peu chier, tu vois. Je sais que c'est bon, et ils me disent, allez, dis-moi. Ah non, je te dirai pas. Et ils cherchent, allez, si tu souris, ça veut dire que c'est bon. Si tu lèves les yeux au ciel, ça veut dire que c'est bon. Allez, dis-moi, je dirai rien à personne. Et, enfin, vraiment, je sais pas, il y a combien de métiers, comme je te disais, qui ont autant d'impact dans la vie de quelqu'un, mais au-delà de ça, qui ont un début et une fin. Moi, mes élèves, alors même si je continue à les voir... Un petit peu le micro, s'il te plaît. Rapproche-le plutôt. Presque comme t'étais, mais voilà. C'est beau. Ouais. Comme je te disais, il y a la reconnaissance, on se souvient de toi. Alors en bien ou en mal, mais en tout cas, t'es existant dans la vie de quelqu'un. Tu t'y passes, tu la traverses, mais tu laisses un caillou, tu laisses quelque chose. Voilà. Moi, j'ai fait ça dans sa vie. Et c'est, à mon sens, le permis au sens large, le dernier rite de passage au monde adulte. J'avais lu ça une fois et j'avais trouvé ça dingue, parce qu'en fait, c'est ça. C'est le dernier truc qui fait de toi un adulte. Avant, tu te mariais à 15 ans. J'ai 36 ans, je suis pas mariée. Hein. Ça sous-entendrait que je suis pas encore une adulte. Donc moi, ça me va bien que ce soit l'histoire du permis. Je suis pas mariée non plus. T'es papa, tu vois, t'as une autre forme de consécration, mais puis ça a un début et ça a une fin. Il y a, à mon sens, peu de métiers à part, des métiers de l'artisanat, tu vois, où le mec, il est menuisier, il a une planche, il a un morceau de bois, il doit en faire un truc. Il en fait un meuble. Il y a un début, il y a une fin. Un restaurateur, tu mets des aliments, il te concocte un truc de malade, il y a un début, il y a une fin. C'est palpable. J'avais besoin d'un métier qui est palpable. De voir, de constater l'impact de ce que je fais au quotidien. Il y a des métiers utiles et essentiels. Au final, ça s'arrête jamais. Tu vois, j'ai ma belle-sœur qui est banquière. C'est utile et essentiel ce qu'elle fait. Au demeurant, en fait, il n'y a jamais de finalité à son métier. Elle est toujours nécessaire dans le quotidien des gens. Moi, je le suis plus au bout d'un moment. J'ai un début et j'ai une fin. Et ça me va très bien comme ça. Je sais pas si c'est clair. Non, mais si, mais c'est hyper... c'est hyper intéressant, et puis on sent qu'il y a une passion, même peut-être au-delà de la moto et de ce que ça représente, mais on sent que ça t'a animé toute ta vie, le contact humain, quoi. Donc c'est quelque chose que t'aimes. J'adore ça. J'adore ça. Mais c'est cool. Sur notre timeline un peu, donc là tu rentres. Là, je rentre, je rebosse pour mon premier patron, à la Pardieu, les Aoud. Et on me fait une proposition de job. On me dit, écoute, moi, je voulais être BAFM à cette époque. Alors, explique-nous. Le formateur des moniteurs. Ok. Donc, il y avait la partie intéressante, former des enseignants, et la partie lucrative, faire des stages de récupération de points. Parce que, comme je t'ai dit, enseignant, j'adore, vraiment j'adore, et mais hyper lucratif. Faut taper des heures pour faire des sous. Et du coup, je vais voir Messaoud deuxième fois, et je lui fais le coup et je lui dis,
écoute, on m'a proposé d'aller bosser là chez ton concurrent au bout de la rue, mais il va me payer ma formation BAFM. On parlait d'un truc à 10, 11 000 euros, je crois. Il me dit, bah vas-y. Vraiment hyper bienveillant. Je suis tombée sur quelqu'un hyper bienveillant. Sachant que les 6 mois où je suis rentrée en France, j'ai rebossé pour lui. Okay. Donc vraiment, il y a du suivi quoi là-dessus. Mais bon, c'est peut-être aussi parce que tu travaillais bien. J'espère. Plaçant du côté patronat, je pense que si. J'espère. Après, il y a forcément des gens qui m'ont pas aimé, hein. On va pas se voiler la face, mais parce qu'ils ont pas compris le sens profond de ma personne. Non, mais je pense qu'on n'est pas fait de toute façon pour tous s'aimer. C'est ça. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Okay. C'est un postulat qui me va bien. Et je bosse pour un gros groupe dont je suis monitrice voiture basique. Je sais pas si je peux. Je crois que c'est mieux. Je crois que j'ai pas le droit. Ok, bon bah. Je bosse pour un gros groupe. Et ça part un peu en catastrophe, liquidation judiciaire, rachat au tribunal de commerce. Et je demande à être licenciée. Je voulais partir avec... et du coup, le nouveau patron m'appelle de Paris. Il me dit, mais je comprends pas, parce que du coup, t'es monitrice, mais t'as fait ça, pourquoi? Parce que je suis douée. Je crois vraiment que je lui dis ça. Et je lui dis, par contre, moi, je veux une rupture conventionnelle. Je veux faire ma formation de BFM, comme c'était convenu avec les anciens. Donc, tu connais le principe, hein, si tu démissionnes, ça devient compliqué. Et j'étais pas sûre de comment j'allais rebondir derrière. Du coup, il descend de Paris, on se rencontre et il me dit, écoute, on a besoin d'un directeur réseau qui connaisse le métier, parce que nous, on a acheté une auto-école, mais c'est pas notre cœur de métier. On est actionnaire. Donc on a besoin de quelqu'un pour faire le lien. Et là, je me retrouve catapultée dans l'organigramme, numéro 2. Complètement dépassée par la situation. 91 salariés en souffrance. On a certaines fois des trucs qu'on a payés de notre poche. Il y a des moniteurs qui ont payé les leçons, qui ont payé l'essence de leur voiture, de leur poche, pour que les élèves puissent aller au permis. Moi, j'étais en déplacement 6 jours sur 7. Je me retrouvais à faire des trucs terribles. Des gens que j'avais jamais rencontrés de ma vie. Et on me disait, faut que tu ailles lui donner sa lettre de licenciement. Et on est toujours sur la région lyonnaise ? Non, nationale. 14 agences en France. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc Paris, Marseille. Donc j'ai rencontré d'autres moniteurs, d'autres villes. Pour la plupart assez bienveillants à mon égard. Et effectivement, côté réglementation, j'étais plutôt calée, droit du travail, code du travail, possibilité et j'avais une vision globale de ce qu'est notre métier, donc de ce qu'il faut faire. Le management, c'est pas forcément quelque chose qui me gêne d'ailleurs. Mais là, tout était parti en roue libre, enfin c'était terrible. Et je suis tombée malade. Et je me souviens, 2 semaines avant que je tombe malade, ils m'ont dit on va faire signer des nouveaux contrats aux élèves. Je dis, non. En fait, on n'a pas le droit de changer la typologie des contrats. C'est interdit. Et quand je me réveille du bloc et que je me mets dans la chambre, le truc de l'hôpital, j'allume M6 et je vois l'auto-école pour laquelle je travaille. Et je vois que, en fait, ça fait un gros tollé au national. Enfin, c'est hyper grave, quoi, ce qui est en train de se passer. Du coup, ça m'a dégoûtée du métier. Mais vraiment, vraiment profondément dégoûtée. Et j'ai arrêté complètement pendant 1 an et demi, 2 ans. Je voulais plus du tout être mêlée à l'auto-école. Je me suis dit, mais... Donc là, tu fais quoi ? Tu démissionnes ? Là, je démissionne. Ça se passe super mal avec eux. Est-ce que tu as passé du coup ton... Non, tu n'as toujours pas passé ton... Non. Ouais. Je le passe tout de suite après. Mais j'enseigne pas. Okay. Je le passe parce que c'était le projet de base. Donc c'était 1 an et demi après mon retour en France. 1 an et demi, 2 ans après mon retour en France. Mais je me dis, non, en fait. Je veux plus être dans l'auto-école. Je veux pas être ça. Je veux pas devenir ça. Et ma super formatrice me dit, allez, mais c'est con, t'aimes bien ça, t'aimes bien ce métier, tu sais faire, quoi. Vas-y. Je fais 2 entretiens d'embauche. Putain de merde. Et là, je l'appelle,
J'en ai chialé. J'ai dit, mais c'est quoi ce monde hyper macho? On m'a parlé comme à une demeurée, en fait. Mais vraiment. Je suis vraiment tombée face à quelqu'un qui m'a parlé pendant 2 heures et demie de lui, de sa capacité à être formidable, et de à quel point, moi, il y avait aucune chance que je sois quelqu'un de bien dans mon métier. Sur... Je dirais pas. Je Non, trouve mais ça trop méchant. sur Lyon, enfin dans la... Par là. Par là. Son prénom? Non, c'est trop salé. Non, parce qu'en plus, c'est moi et lui, il s'est pas passé. Je pense pas que ce soit quelqu'un de profondément mauvais, mais... Non, mais bon, c'est étonnant. Voilà. Et je me souviens d'avoir dit à Catherine, tu sais quoi, en fait, qu'ils allaient tous se faire foutre. J'arrête. J'en ai marre. Je vais faire autre chose. Je repars dans l'immobilier. Donc là, par contre, là, tu sens vraiment le truc, t'es une femme? Ouais. Ou, Ouais, j'avais Enfin, vraiment... C'est l'impression que j'avais, en tout cas. Je vais J'ai reformuler. compris. Je vais reformuler parce que c'était moche comme je l'ai dit. Mais j'ai compris. Tu n'es pas assez douée parce que tu es une femme. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, peut-être que j'avais tort, hein, peut-être que c'était pas ça, hein, mais peut-être que c'était ma tronche qui leur revenait pas, ou je sais pas. Là, c'était au téléphone. Non, c'était c'était en face physique. to face. Ah, c'était en physique. Ah, c'était horrible. C'était long. Putain, c'était long. Et le deuxième entretien d'embauche, le mec était en train de jouer ou de faire des trucs sur son portable pendant qu'il me parlait. Et qui me disait, ouais, on a plus besoin d'une monitrice voiture. Ouais, c'est pas pour ça que je suis là. Donc, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me dis de venir si j'ai clairement dit ce que je souhaitais faire. Et ouais, grosse déception et je remets tout en question et j'arrête. Complètement. À nouveau. Et j'ai recommencé en 2022, 21 ou 22, l'enseignement. Et depuis 1 an maintenant, je bosse pour une auto-école et... Dans la petite période entre les deux, c'est là où tu fais plus d'immobilier ou ouais, pas du tout? Ouais, je me suis remis à fond et puis là je faisais vraiment que ça. Okay. Et puis je me suis rendu compte que... Ouais, je me suis rendu compte que... Alors il y a un début, il y a une fin. C'est un peu ce qui rythme mes choix de vie. Hein. C'est vrai. Mais... Il y a plein de chapitres. Ouais, c'est vrai. mais pas épanoui, tu vois. Et puis j'avais l'impression d'être un peu la chose de... C'était pas tant de l'échange, c'était plus... en fait, je te paye, donc tu viens, tu m'ouvres la porte et... non. Je me suis fait chier à apprendre des trucs sur le futur domicile que je vais te vendre. Viens, on s'écoute. Donc pas avec tout le monde, hein, et c'est pour ça que je continue parfois à le faire pour des potes. Mince, j'ai dû faire beaucoup de bruit là. et ouais, donc je suis retournée dans l'auto-école. J'ai bossé avec une des nanas motardes monitrices qui du coup s'est fait sa place et qui à mes yeux est une très très bonne enseignante moto. Et qui s'appelle Mireille. J'admire beaucoup son boulot, elle est passionnée, elle est passionnante comme nana. Mireille, si tu entends ce podcast, on aura peut-être le plaisir de se rencontrer un jour. Mais au demeurant, il n'y avait pas assez de boulot pour nous deux. Du coup, j'ai été un peu cantonnée au BSR et à la 125. Alors c'était top, c'était génial. Mais il me manquait un truc. Donc du coup, je suis partie pour une autre boîte, là où je suis maintenant. Et c'est une page blanche et il y a tout à faire et j'espère qu'on sera dans les tops des auto-écoles moto de la région. Incessamment sous peu ou pas. Donc 3 auto-écoles? Ouais, 3 auto-écoles, une à Dessines, qui s'appelle La Gare, une à Chassieux, qui s'appelle Détroit, et une à Bron, qui s'appelle Saint-Michel. Donc ces 3 auto-écoles appartiennent à la même personne. Qui s'appelle Norbert, qui a un horrible prénom. On lui en met plein la gueule tout le temps. Mais qui est quelqu'un de vraiment sympa et humain. Et c'est un plaisir, en fait. Enfin, vraiment, quand on a des trucs à se dire, tu sais, c'est jamais toujours parfait quand tu travailles. Des fois, ça rouspète et on arrive à se rouspéter dessus sans que ce soit la fin du monde. Donc, on a un partenariat avec le garage Omio qui entretient nos bécanes, qui viennent me les chercher sur place. C'est hyper confort. Je suis sur la piste à Vaux-en-Velin. On adorerait avoir notre propre piste. Donc, on cherche activement un terrain. Okay. Pour créer... je ne dirai pas le nom parce que Nono veut pas, mais
pour créer un truc qui, j'espère, fera beaucoup de bruit. C'est vrai que Nono, c'est mieux que Norbert. T'as vu? Direct, ça change. Ça change. Hein. Et moi, du coup, je l'appelle vraiment toujours Norbert. C'est ce qu'il doit adorer, j'imagine. Bah, il m'appelle Maurice. Ok. Cool. Et voilà. Et du coup, en parallèle de ça, on est agréé à FDM, nous. Parce que l'auto-école l'est et parce que je le suis. La FDM, c'est une branche de la FFMC. Donc, on est en partenariat avec la Mutuelle des motards quand les élèves passent le permis chez moi. Donc, on est 2 sur la région Rhône-Alpes. 2 auto-écoles? Ouais. Ok. Ouais, on est que 2. Oui, il y a Momo et moi. En fait, ils ont 20% de réduc à la Mutuelle des motards puisque notre enseignement, j'aurais jamais la prétention de dire qu'il est meilleur, mais en tout cas, il est différent du process que j'ai appris quand j'ai passé le diplôme. D'ailleurs, quand j'ai fait mon premier stage à FDM, 2e fois où j'ai pleuré, tu te dis, mais je sais pas du tout faire de moto. J'ai appris des nouvelles choses, l'équilibre en V. Je pense que les gens qui seront très attentifs au podcast te diront que c'est pas vrai. Je pense que c'est au moins la 3e ou 4e fois que t'as pleuré. C'est pas vrai? Si. Merde. Ouais. Raté. En même temps, je pleure souvent. C'est le seul truc qui me reste de cliché de la nana, tu vois. C'est ma façon de m'exprimer quand je suis très 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 heureuse ou très 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 triste. Et là, j'étais très 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 déçue de moi. Ouais, parce que difficile. Ah ouais, la première journée, ça a été de la déconstruction, en fait. On a déconstruit plein de croyances que j'avais. Vraiment beaucoup de choses. C'est souvent là qu'on apprend beaucoup. Mais c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Et du coup, j'ai découvert cet asso par mon patron, par Nono. Du coup, j'ai rencontré Dom qui m'a formé, qui est pas du tout de Lyon. Et là, au salon de la moto, sur le stand de la FDM, il me manquait un papier. Du coup, je suis allée sur le stand de la FDM pour leur demander il me manque ce petit papier pour que mes élèves aient la réduc. Et du coup, le coordinateur de la ville de la FDM me dit t'es monitrice moto? Je dis ouais. T'es à FDM? Ouais. Pourquoi je te connais pas? Et de là, il m'a présenté tout le monde. Donc j'ai vraiment accroché. Ils me proposent de travailler avec eux, donc de faire des formations post-permis. Donc c'est différents types de stages, des stages spécifiques, des stages de perf, et qui à nouveau te débloquent 20%, sauf que là c'est à vie, à la Mutuelle des motards, si t'en fais un. Et en général, ça remet un petit peu, j'adore cette expression, l'église au centre du village. On fait pas de la piste, on fait pas des trajectoires de piste. Le projet, c'est pas de poser de genoux quand tu tournes, c'est d'être capable d'optimiser ta trajectoire tout en ayant une vue, sur ce qui va se passer par la suite. C'est d'être capable de manier ta moto à l'hurlante, quel que soit son poids, de vraiment de la manier, d'avoir des angles que t'aurais jamais pensé possible à 1 km/h. Mais en même temps, c'est des trucs qui, tout à l'heure, par exemple, m'ont évité de tomber dans ta descente. Par exemple. Ouais. Et c'est un univers de gens qui sont passionnés et passionnants et reconnus comme des vrais professionnels de la route. On n'est pas des pilotes, on n'est pas. Je suis pas une pilote. J'aurais jamais la prétention de te dire que je suis la meilleure du monde. Ou... Je sais que je suis une bonne prof. J'en suis intimement convaincue. C'est bien. Et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec des gens qui ont déjà le permis moto. Donc, j'espère que je serai pas trop nulle au début, mais c'est un nouveau truc et du coup c'est hyper enrichissant. Challenge. Ouais, nouveau challenge. Cool. Je voudrais félicitations déjà aussi pour ça, pour avoir cette nouvelle page dans ta vie et puis non c'est cool. Enfin, je suis assez impressionné par tout ce que t'as fait et ce que tu fais. C'est félicitations. Merci. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu parce que tu sais que ça fait déjà parce que Déborah, comme beaucoup de gens à qui je dis je voudrais te podcaster, me disent mais moi j'ai rien d'intéressant à raconter. Sache que ça fait 1h15 qu'on parle. Ah oui. Voilà. Ah d'accord.
Donc voilà. Donc tu vois, il y a des Ça va, choses. j'ai pas été trop nulle. Non. Mais je voudrais qu'on prenne un petit temps quand même pour que tu me parles de ta petite communauté. Ma De son, petite communauté. de son fonctionnement, de comment t'as lancé ça, pourquoi. À la base, c'était de la praticité. En fait, j'ai 2 groupes WhatsApp moto. Il y en a un où c'est écrit planning moto seulement, avec plein de smileys, plein de points d'exclamation. C'est là où ils me disent je viens pas, tel jour, tel jour. Ça me permettait d'avoir un regard sur ce qu'on fait. Je lance les convocations au permis, je fais un récap des matos à avoir. Et en fait, à la base, elle s'appelait moto, cette discussion. Sauf que tous les élèves, une fois qu'ils avaient le permis, ils restaient sur la discussion. Et puis ça commençait à publier tout et n'importe quoi. Alors c'était hyper drôle, ou intéressant, ou ludique. Enfin, je voyais jamais une raison de dire à l'élève enlève ce que t'as mis, parce que ça avait toujours une raison d'être là. Donc j'ai créé un autre groupe. Enfin, celui-là est resté et j'ai créé le fameux planning moto seulement, où j'ai rabattu les autres. Et tous les élèves ont accès aux 2 en arrivant. Donc je les filme. Je te montrerai un peu les exercices que je leur fais faire après. Je les filme pour qu'ils se voient. C'est hyper important de se voir, je pense. On est à un moment, nous, où, au final, prendre une vidéo, ça prend 2 minutes. À l'époque, je pense qu'on était sur des trucs beaucoup plus complexes, et d'où le fait que ça fait pas partie de notre corps de métier que de filmer nos élèves. Mais je pense que c'est important de se voir. Tu vois, des fois, j'ai des élèves qui me disent « Non, mais je suis trop nulle, c'est trop de la merde. » Je leur dis « Mais regarde. Ok, C'est vrai, 2 t'es nul. kilomètres. Des fois, je le dis. C'est pour me moquer. Des fois, je le dis, mais c'est vraiment pour me moquer. Je suis très, très taquine. Mais tu vois, je leur montre et je leur dis, mais c'est pas parce qu'il manque 2 km/h que ce que tu fais, c'est de la merde. Tes trajectoires sont vraiment belles. Et c'est normal que t'aies de l'appréhension. Et puis, ça nous permet de nous voir après le permis. Donc, j'organise des balades, on fait des balades entre nous. C'est les seules personnes avec qui je roule, mes élèves. J'aime pas rouler avec des gens. Notamment parce que je suis monitrice moto. Et que parce que je suis monitrice moto, souvent, on s'attend à ce que tu fasses des wheelings sur 500 mètres dans des virages en épingle. Non, je tiens ma vie. Et puis, ouais, j'aime bien être avec mes élèves, en fait. Ouais, c'est ma communauté, c'est ça. En fait, c'est vraiment le bon mot. Ils se vendent les motos aussi. Là, il y en a une qui a acheté la moto d'un ancien. Des fois, il y a des trucs de matos. Tu sais, tel truc, j'ai acheté, il me va pas, je le revends. Je trouve ça bien parce qu'au final, tu sais d'où vient ton matos si tu l'achètes d'occasion, d'où vient ta moto si tu l'achètes d'occasion. Ils se posent des questions. Après, on se moque, hein, tu vois. Là, il y a Alexis qui a publié il est où le stand Maxxess ? Au salon de la moto. Enfin, c'est jamais méchant, c'est toujours bienveillant. Et ouais, je les filme, tu vois l'évolution, j'ai 2-3 spécificités. Il paraît que je dis souvent un truc, c'est on va faire du permis à 2 à 2. Et j'adore cette vanne. Et mes élèves m'ont fait remarquer que je la disais souvent. Parce que du coup, je leur fais faire le plateau à 2, complet. Ok. Mais parce que dans la vraie vie, c'est quand que t'auras ton passager ? Sur un slalom ou quand tu fais demi-tour ? Non, c'est sûr. Du coup, je veux qu'ils essayent le passager avec moi au début. Mais du coup, voilà, ils se sont moqués de moi et ils se foutent un peu de ma gueule par rapport à ça. C'est bien. C'est donnant-donnant, j'ai l'impression. C'est donnant-donnant, ouais. Et donc, ouais, j'espère qu'elle va grossir, cette communauté. Et c'est assez marrant parce que du coup, il y a des élèves qui sont encore dessus alors que ça fait 1 an qu'ils ont leur permis et qu'ils ont clairement pas à avoir de lien avec moi, mais ils m'envoient des gens. Ils me mettent en relation avec des personnes comme toi. Ils me proposent des balades. Là, il y a une élève qui m'a proposé d'organiser une balade Pila. Donc on part dès qu'il fera pas trop froid. Parce que je suis un peu feignasse et que je suis un peu vieille et que quand il fait froid, j'ai pas envie. Donc ouais, super communauté et j'espère qu'elle va faire que grossir. Trop cool. Voilà. C'est cool, c'est bien, c'est inspirant pour plein de gens qui auraient envie de passer le permis dans ces conditions-là. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas eu la même expérience moi. Alors après, voilà, c'est pas une fin en soi et je pense qu'il y a plein de bonnes auto-écoles et comme de partout, il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres, mais faut pas faire une généralité. Est-ce que tu te sens aujourd'hui ambassadrice par rapport
aux femmes, à la moto, au milieu, Pas du tout. ou pas du tout? Non, non, mais c'est vraiment une question ouverte, hein, c'est pas du tout D'accord. pour piéger Ouais, ou pour te dire Vraiment il faut pas. que tu le sois. Non, c'est parce que Non, je parce fais que mon truc. je te sens quand même très à l'aise avec qui tu es, ce que tu fais. Voilà, on sent que il y a pas une once de doute, il y a pas une once de gêne, il y a pas voilà. Donc je me dis est-ce qu'aujourd'hui non mais non, tu te sens pas du tout ambassadrice de ça. Non, je me sens bien, effectivement. Je me sens proche des gens avec qui je travaille et j'espère que ça, je le C'est un perdrai sujet jamais. pour toi, les femmes et la moto ou pas du tout? J'aimerais que ça en soit pas un, en fait. C'est plus ça. Parce que- Moi, je peux te donner mon avis là-dessus, Bien parce que sûr. c'est quelque chose que je regarde, etc. Alors, pour t'expliquer aussi à côté, avec mon meilleur ami grec, Stélio, dont on a pu parler un petit peu avant, on a monté le H-Crew. Donc le H-Crew, c'est un rassemblement de personnes qui aiment la moto, mais autour de la marque Harley-Davidson, qui est une marque qui nous passionne. J'en ai pas. Ouais, je sais. Non, mais c'est pas pour ça que je te raconte ça. Mais donc on a voulu créer ça parce qu'on avait envie de le partager avec des gens. On est, même si je le respecte, mais on n'est pas du tout un MC, un motor club ou quoi que ce soit, tu vois. Nous, on est vraiment, on n'a pas une vraie asso parce qu'on n'a pas monté. Là, on est juste des potes Qui et partagent une passion. qui partagent une passion et peut-être qu'un jour on montera une asso pour avoir une structure et faire différentes choses. Mais voilà. Et dedans, on a des filles avec nous parce que c'était une discussion qu'on a eue dès le début. Enfin, c'était une discussion pour, comme tu dis, quelque chose qui existe mais qui n'en est pas une. Et on voulait pas que ça soit un sujet de se dire est-ce que c'est une fille ou un garçon. Enfin, nous, pour nous, C'est bien. voilà, il y a des filles qui aiment la moto, qui aiment les Harley, et c'était trop cool de partager ça avec elles, comme ce temps que je partage avec toi. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de choses autour de je sais pas, l'intégration ou l'éclosion des femmes dans le milieu de la moto, parce que évidemment c'est un milieu macho d'avant, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'en foutent complètement, mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se fait et qui est que pour les femmes. Tu vois, je trouve qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un extrême où il y avait les femmes n'étaient pas toujours investies dedans, ou alors c'était pas un milieu pour elles, ou comme on disait, alors ce qui était complètement faux. Et je lisais l'autre jour une dame qui était au salon de la moto, qui a fait une dédicace et qui est quelqu'un qui a fait le tour du monde en moto. Enfin voilà, assez incroyable, qui a, je sais pas, qui est une personne qui a un certain âge, qui a écrit des livres et tout, et c'est voilà, j'espère pouvoir trouver le moyen de la contacter. Bah, j'écouterai. Mais ça semble ton podcast. incroyable. Elle a fait le tour du monde en moto, elle explique plein de trucs, enfin voilà, bref, aparté. Mais de l'autre côté, je trouve bien qu'il y ait aussi des choses qui soient pour tout le monde, des choses peut-être qui étaient pour les hommes, mais à un moment, j'ai vu beaucoup de choses que pour les femmes. Mais je suis pas c'est pour sûr. ça que je te disais que je me sens pas trop ambassadrice, parce que je vois pas l'intérêt de passer d'un extrême à l'autre. Je suis pas sûr que ce soit la C'est le meilleur solution non moyen plus. de stigmatiser les nanas en moto. Ouais, Enfin, voilà. attention, parce que du coup, si je dis ça, je vais passer pour une espèce de Ouais, mais on passera parano toujours hystérique, mais les réseaux sociaux. enfin, moi, ce qui me gonfle, c'est quand on me dit ah, t'as un casque, il conduit quoi ton mec? Hein? Une voiture, peut-être? Je sais pas. mais je suis pas non plus, enfin, j'ai jamais fait, je suis dans plein de groupes de motards sur internet. Je suis jamais allée au rasso. Bah, parce que j'ai peur d'être mal à l'aise. Alors, je pense qu'il y a plein de nanas qui ont peur d'être mal à l'aise dans ce genre de rassemblement et qui y vont pas. Mais en fait, viens, on fait juste un truc un peu inclusif où on est tous là. Et ça deviendra normal. Enfin, Non, mais je suis d'accord. Mais pour autant, pour moi, tu pourrais être légitime de par tout ton parcours, comme tu t'exprimes, ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Il y a plein de personnes, de filles Instagrammeuses aujourd'hui qu'on voit éclore sur les réseaux sociaux, Instagram et tout. Et je trouve ça génial parce qu'elles font plein de trucs. Je pense qu'elles, comme tu dis, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui peuvent être timides par rapport à ça, au permis moto. Et je pense que c'est en voyant faire les autres, comme tu disais, je filme les gens pour qu'ils se voient. Je pense que c'est aussi des femmes en voyant, en ayant une idée, en voyant d'autres faire plein de choses super de par les réseaux. Tu vois, il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Et ben ça peut, je pense, ça peut donner donc là le bip c'est la fin des GoPro, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Donc on va clôturer ce podcast parce que ça va pas être drôle Oui. voilà, de voir une image Salut. noire. Ouais, voilà. Mais en gros voilà, c'était juste pour dire
conclure là-dessus, c'était juste pour dire que je trouve ça très bien que ça se démocratise et que on laisse une place aux femmes dans la moto. Malgré tout, je pense que même si ce n'est pas ton combat, d'un autre côté, avec tout ce que tu racontes, tu serais légitime à l'être en tous les cas, pour moi. D'accord. Voilà. Je vais faire une pancarte. Mais je te le dis pas pour te tailler vers des je- vocations ou quoi que ce soit, c'est juste que notre récit, enfin ton récit encore une fois, voilà, je reste dans ce que j'adore, c'est découvrir des gens, le parcours et tout ce que t'as fait, c'est plutôt incroyable et bravo pour tout ce que tu fais et ce que t'as fait. Tu peux en être hyper fier et je suis super content d'avoir partagé ce temps-là avec toi. Oh, c'est trop cool. Et d'avoir Merci. appris à te connaître à travers ça. Et j'espère que les auditeurs, mais j'en suis sûr, auront été passionnés par ton récit. Pour tous les gens qui souhaitent passer le permis moto, qui ne l'ont pas encore, mais je pense que je parle plus, et les gens qui nous écoutent sont généralement déjà des motards. Donc il peut y avoir les stages de perfectionnement que tu fais via La FDM. la FDM. Et pour les gens autour de vous qui n'ont pas le permis moto, les garçons qui ont des petites amies qui ont envie de devenir motards, ou des copains, des copines, peu importe, qui voudraient passer le permis moto. Venez chez moi. Venez voir Déborah sur ces 3 agences. Le nom de ton auto, c'est les noms que t'as donnés, hein, c'est ça? Ouais, il y a 3 noms différents, donc Détroit, La Gare et Saint-Michel. Voilà. C'est 3 auto-écoles, donc Bron, Dessines et Châtillon. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Déborah? Non, c'était top. J'espère que j'ai pas été trop bizarre, mais Non, du coup, je pense c'était pas. agréable de parler avec toi. Cool. Eh ben, merci beaucoup en tous les cas pour ta sincérité, ton partage, et c'était un vrai plaisir pour moi. Bon après-midi, Déborah. Je te remercie. À bientôt. À bientôt.